Coucou les chimichous, j'espère que vous allez bien. La traditionnelle vidéo du mois sort aujourd'hui. Si j'y arrive, c'est dimanche 28 février, sinon ce sera lundi 1er mars, tant pis. Malheureusement, pour ceux d'entre vous qui ont suivi, on a subi un petit dégât des eaux, donc j'ai dû décaler légèrement tout mon programme des derniers jours de la semaine. Enfin bref, vous n'êtes pas là pour entendre Kimi se plaindre de sa vie, mais pour parler des nouvelles sorties. Comme d'habitude, j'ai fait mon petit tri pour vous en présenter un maximum et essayer de vous cibler, vous, ce qui peut vous intéresser, entre autres, hein, moi aussi il y en a dedans, il y en a beaucoup. On va voir ce que ça donne. Il y a très peu de poches, j'en ai sélectionné qu'un et je verrai pour les mangas si je vous présente quand même ceux que j'ai sélectionnés parce que souvent ce sont des suites de sagas, donc d'habitude je vous présente que les nouveautés, donc je vais voir comment je vais faire ma petite tambouille. On commence avec une nouveauté à paraître aux éditions MXM Bookmark le 1er mars prochain. Il s'agit du premier tome de la saga Cœur Destiné et c'est écrit par Gareth Lai. Il me semble vous avoir déjà parlé de ce roman puisqu'à la base il a déjà été sorti mais en e-book. Là on a donc affaire au brochet et pour faire un bref rappel de cette histoire, on va suivre un protagoniste qui a été élevé parmi une meute de loups, une meute un petit peu de métamorphes et en fait on a tué sa meilleure amie. Il n'a donc qu'une chose en tête, se venger, et il ne sait rien finalement du monde qui l'entoure puisqu'il a toujours été plongé dans ce fameux conflit et il ne s'est jamais intéressé plus que ça aux mœurs et coutumes de son peuple, de sa meute. À côté de ça, il y a un autre protagoniste qui a juré de ne jamais faire de mal, de ne jamais donner la mort, de protéger la vie au possible. Et apparemment, il va intégrer la meute en tant que guérisseur et tout de suite, il va y avoir des liens invisibles qui vont donc se dessiner. Les frères de la meute vont devenir comme des vrais frères, une vraie famille. C'est pas juste d'autres personnes de la meute. Enfin, vous voyez tout ce petit tissage de liens qui se fait de manière vraiment naturelle. C'est ce qui va être établi. Mais en même temps, il va y avoir des querelles, les conflits vont refaire surface, etc. etc. C'est un résumé quelque peu brouillon, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on part un petit peu dans tous les sens, où on va suivre deux protagonistes en même temps, qui ont l'air totalement différents. C'est du MXM Bookmark, donc il y a possibilité d'une romance MM. Alors ça, c'est dans ma tête, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais vous savez que cette maison d'édition prône assez facilement les relations MM. Je vois moins de FF chez eux, mais surtout du MM, alors pourquoi pas, on ne sait jamais. Moi, je l'avais sélectionné quand il est sorti en e-book et je suis très contente de me dire que le brochet va pouvoir être enfin disponible. J'ai pas encore lu de MXM Bookmark, même si j'en ai deux dans ma palle, dont un qu'on m'a très gentiment offert à Noël. Et bien ça sera bientôt chose faite et je sélectionne toujours quand même leurs éditions, leurs parutions parce que ça a l'air trop bien à chaque fois. Le 2 mars prochain, on va retrouver les deux premières parties du tome 1 de la Guilde des Ombres. C'est écrit par Anatrice et ce sera à retrouver aux éditions Plume Blanche. Vous connaissez peut-être déjà cette autrice, elle a notamment écrit aussi La Reine Courtisane. Personnellement, je ne l'ai pas dans ma pile à lire, mais il est très clairement dans ma wishlist celui-ci. Dans cet univers, on va donc suivre la Guilde des Ombres. La Guilde des Ombres, ce sont des assassins qui travaillent au service de la déesse de la mort depuis plus de 5 siècles. Ils font donc toutes les messes basses et elle lui apportent gentiment des petites âmes. Ils utilisent du coup des lames et ils utilisent aussi des dons surnaturels. Sauf qu'un jour, il y a une enfant humaine qui apparemment va devenir une personne de ce clan, chose qui n'arrive absolument jamais, les humains ne sont jamais intégrés dans cette guilde, sauf qu'apparemment elle est prédestinée à l'être, sauf que si malheureusement elle ne fait pas le job, et bien la mort viendra l'accueillir, tout simplement. Donc là ce qui est cool c'est que directement les éditions Plume Blanche nous ont sorti les deux parties du premier tome, ça c'est cool, pas de frustration, tout ça, parce que bon, il y a une autre maison d'édition dont je vais vous parler tout à l'heure qui nous fait du coup les parties bout à bout. Quand c'est comme ça on est quelque peu petit frustrouillonné, hein. Quand on est pris dedans, il n'y a pas la suite, c'est affreux, mais je suis trop contente, ça a l'air super bien et vous savez que moi et la maison d'édition Plume Blanche c'est devenu une révélation, donc oui, je me le prendrai, peut-être pas tout de suite maintenant parce que j'ai encore 2-3 titres à lire de chez eux, mais ça ne serait tardé. Le 3 mars prochain, il y a deux nouveaux titres à la maison d'édition Casterman qu'on va pouvoir découvrir. Le premier c'est celui-ci, il s'intitule Ash House et il est écrit par Angarad Walker. Dans cette histoire, on va donc suivre le petit protagoniste qui s'appelle Sol et il arrive dans cette demeure où c'est vraiment pour lui la maison de la dernière chance. Il va très vite se lier avec les autres enfants et quand le docteur va arriver, lui il trouve que c'est une personne chaleureuse, une personne quasiment bienveillante, sauf que pourquoi tous les enfants en ont terriblement peur de ce personnage? Qu'est-ce que ça cache derrière ça? Sachez que sur la 4e de couverture, il est écrit un roman exceptionnel à l'intrigante étrangeté
cité dans la lignée de Miss Peregrine et les enfants particuliers et Sa Majesté des Mouches selon Goodreads. Alors je connais pas Sa Majesté des Mouches, peut-être que ça va vous parler, mais Miss Peregrine, hein, on connaît. Donc franchement ça a l'air super bien. Il y a quelques personnes qui ont déjà rendu un avis sur Instagram. Apparemment la fin les a troublés de ouf. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas du coup si vous voulez craquer avec ce côté très mystérieux ou si vous voulez attendre mon avis. Je vais essayer de le lire dans pas très longtemps parce qu'en plus il est pas extrêmement gros hein, quelque part. Il fait même pas 300 pages donc je pense qu'il peut se lire assez aisément pour que je puisse vous en parler rapidement. Mais moi j'ai aimé ce côté assez sombre, assez mystérieux, même mystique. C'est absolument pas ça que ça va donner mais j'étais très curieuse. Et le deuxième titre dont je vais vous parler c'est celui-ci, c'est Bande de poètes de Alexandre Chardin qui est un professeur et qui écrit du coup ce premier roman, je crois que c'est son premier, le tout en alexandrin. Alors est-ce que c'est un jeu de mots avec son prénom? Je ne sais absolument pas, mais du coup tout est écrit en vers dans ce roman et j'avais très envie justement de découvrir ça parce que même si on a déjà une queen dans l'écriture en vers, hein, je pense que vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas? Il n'empêche que j'ai envie de voir ce que ça peut donner dans celui-ci. Et dans cette histoire, on va donc suivre le jeune Julien qui a été inscrit dans une école où il n'avait pas spécialement envie de mettre le pied en fait. C'est une école où il y a pas mal de jeunes défavorisés, pas mal apparemment de personnes de couleur noire, sauf que lui, il est fils du maire, très aisé et un grand blanc-bec comme il dit. Donc du coup, il se dit que ça va être assez compliqué de pouvoir évoluer au sein de cette école. Et pour lui, le deuxième challenge notamment, qui est du coup un challenge 2 en 1, il veut briller aux yeux de la jeune Nour. Je pense qu'il a eu un petit béguin pour celle-ci. Ouais, je parle comme ça, on est au 21e siècle et je parle de béguin, qu'est-ce que vous voulez. Et à côté de ça, il y a aussi son frangin apparemment qui le regarde avec des yeux, on dirait des mitraillettes, et je m'attends au pire de la part de celui-ci. Donc ça a l'air assez sympa, assez mignon, un jeune qui veut évoluer quelque part dans un lieu où malheureusement il estime ne pas avoir sa place et il estime être pointé du doigt. Donc je pense que ça va pas être chose facile. Et encore une fois, il est pas très grand celui-ci. En plus, comme je vous ai dit, il est écrit en vert, il fait à peu près 207 pages. On verra bien ce que ça donne. Ce sera le premier du coup que je vais lire parce que j'ai pas lu les autres de Sarah Crossan. Bon, j'en ai dans ma pile à lire mais je n'ai pas encore lu. Mais peut-être commencer par celui-ci, voilà. Toujours à cette même date du 3 mars, on va pouvoir retrouver un écrit signé Ava Corrigan. Il est à retrouver aux éditions Hachette et il s'agit du livre Destin, la saga des Winx. Effectivement, c'est le livre adapté de la série Netflix. Je vais pas vous refaire un gros pitch des Winx parce que je pense qu'on connaît, beaucoup d'entre nous en tout cas connaissent le dessin animé des Winx. Vous avez Netflix qui nous a sorti il y a pas très longtemps une série, tout du moins la première saison, moi j'ai adoré personnellement. Et là on a le roman de celle-ci, donc on vit dans un univers où les fées existent, où la magie prône, et on va suivre différentes demoiselles qui viennent un petit peu de tous les horizons pour étudier au sein de Alphea, qui est une école de magie avec entre autres une partie axée magie pour les fées, qui soient hommes ou femmes, et une partie plutôt où on entraîne les garçons au combat. Et on va suivre là-dedans 5 nénettes notamment, dont l'une d'elles qui vient de Terra et qui a découvert il y a très peu ses pouvoirs. Elle n'est pas n'importe qui, et tout ça, vous voyez un peu le topo, on connaît ce genre de petite histoire. Moi j'ai adoré, comme je vous ai dit. Je ne sais pas par contre du coup si je vais m'intéresser ou pas au livre, étant donné que c'est vraiment une copie conforme apparemment de la saga Netflix. J'ai vu la série pour l'instant, donc est-ce que j'ai une utilité de lire le livre? Je ne suis pas sûre, mais on me l'avait proposé sur Instagram. Une Kimichou m'a dit mais Kimi, t'as vu, il y a ça qui sort et tout. Effectivement, je trouvais que c'était de plutôt bon augure de vous en parler dans cette vidéo aussi. Cette fois-ci je continue avec le 4 mars prochain, et là encore une fois je l'ai dans ma main. Il s'agit du coup de Sous un ciel d'or à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse, et c'est écrit notamment par Laura Wood. Est-ce qu'on en parle 2 secondes de la beauté de ce bouquin? Voilà, on en a parlé. Dans cette histoire, on va donc suivre la jeune Lou qui évolue notamment au XXe siècle. On est en 1929 en Angleterre, dans les Cornouailles, et en fait elle aime beaucoup se réfugier dans un manoir qui est inhabité. Elle aime lire un petit peu les magazines et s'imaginer dans ces fameuses familles assez riches, ces familles qu'on suit de loin, etc. Jusqu'au jour où en fait les propriétaires vont revenir dans le manoir, et finalement elle va se lier avec notamment le frère et la sœur de ceux-ci. Elle va donc découvrir un petit peu ce que c'est que le champagne, le charleston, etc. etc. Sauf que cet univers bien joli de premier abord cache énormément de secrets qui sont très lourds et très pesants. Voilà un petit peu comment s'articule ce petit livre-ci. Apparemment c'est un énorme coup de cœur pour la team PKJ, et notamment pour notre attachée presse Valentine qui en a fait vraiment des éloges là-dessus. Alors c'est pas pour ça que j'ai demandé, parce que de base j'étais très intriguée, mais j'avoue que c'était quand même un bonus de savoir qu'il a su charmer
pas mal de personnes de l'équipe de Pocket Jeunesse. On l'a reçu avec notamment des petites choses en plus, un collier de perles, un chocolat en forme de bouchon de champagne, il y avait un petit thé, il y avait aussi, comme à l'époque Charleston, un bandeau avec une plume noire et puis des petites perles qui tombent, enfin il y avait plein de trucs. C'était un colis beaucoup trop sympa et je suis très curieuse de découvrir ce livre. J'espère le lire rapidement pour pouvoir vous en faire mon retour incessamment sous peu. Le 4 mars prochain, on va retrouver un écrit de Christine Feuret-Fleury. Je vous assure, ça fait 20 fois que je fais cette prise, c'est super dur à dire. Il s'intitule Glace et il sera à retrouver aux éditions Scrinéo. Je n'ai pas spécialement envie de lire plus que ça le résumé parce que normalement je suis censée le recevoir. Alors tout le monde l'a reçu mais pas moi. Et je n'ai pas encore reçu aucun Scrinéo depuis le début de l'année, donc il va falloir que ça j'en discute avec eux. Mais surtout, j'ai eu un élément clé qui m'a suffi à me donner envie de lire cette histoire. On serait sur une revisite de contes de la Reine des Neiges. Voilà, c'est tout ce que je sais et je trouve que ça en soi c'est suffisamment intéressant et palpitant pour envie de lire ce petit bouquin. Hein, petit, je suis pas sûre. Est-ce qu'on sait le nombre de pages? Juste histoire que je puisse m'avoir moi-même. Bon, 316 pages, c'est relativement bien, ça va se lire facilement, c'est cool une fois que j'aurai reçu tout ça. Mais réécriture de contes, vous savez que moi les réécritures de contes c'est ce que j'aime le plus, en tout cas j'adore ça. Donc là Glace, il va pas faire long feu et j'espère que chez vous et il pourra aussi intégrer votre bibliothèque si vous êtes comme moi assez féru de ce genre d'histoire. Toujours à cette même date du 4 mars, on va pouvoir retrouver un écrit signé Cameron Garrett. Il a été repoussé malheureusement, mais là normalement il va vraiment sortir. Il s'intitule du coup Positive et il sera à retrouver auprès de la collection R de chez Robert Laffont. Dans cette histoire, on va donc suivre la jeune Simone qui va intégrer un lycée. Elle va se faire des copains, des copines, elle va craquer sur un garçon, ils vont sortir ensemble. En fait, tout se passe super bien. Sauf que malheureusement, Simone est séropositive. C'est un secret qu'elle cache depuis très longtemps, mais elle va devoir bientôt en parler à son petit ami sous peine que ce soit compliqué pour eux d'avancer dans celle-ci, dans cette relation. Sauf qu'un jour, qu'est-ce qui va se passer ? Quelqu'un découvre son secret et la menace de tout lui révéler, un petit mot glissé dans son casier, et là le drame recommence pour notre chère Simone. Qui sait son secret, qui la menace, pourquoi, etc. etc. C'est déjà quelque chose de très dur de vivre en étant séropositif. Alors si en plus on s'amuse à vous mettre ça là sous votre nez en mode ta moi je sais, si tu fais pas ça, nanana, ça m'horripile. Je pense que c'est un sujet qui est très important d'aborder, d'autant plus en young adulte. J'espère que ça va toucher un maximum de personnes afin de comprendre finalement le vrai intérêt de se protéger au-delà de tout ce qu'on peut dire. C'est un intérêt majeur, que ce soit pour nous ou pour l'autre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Le fait est qu'on doit prendre soin des uns et des autres, voilà, tout simplement. Et je trouve que c'est une histoire qui mérite vraiment de s'y intéresser, donc pourquoi pas craquer. Encore et toujours le 4 mars, là je vais vous parler par contre d'un thriller. C'est signé par Sébastien Fitzek et ça s'intitule Le Cadeau. Ce sera à retrouver aux éditions L'Archipel. Pour ce résumé, j'ai même plus besoin de regarder l'écran parce que j'ai déjà entendu plein de résumés sur celui-ci. C'est très simple, on va suivre un protagoniste qui est analphabète. Et un jour, dans une voiture, il va y avoir une demoiselle qui va lui demander à l'aide, sauf que comme il ne l'entend pas, elle va écrire quelque chose sur un bout de papier et elle va lui montrer. Sauf que malheureusement, analphabète, ça veut dire qu'il ne sait pas lire. Bon, apparemment, il a une très bonne mémoire, donc il va pouvoir essayer de mettre un peu après les lettres à droite à gauche et le faire lire à sa petite amie qui va pouvoir l'indiquer un petit peu sur qu'est-ce qui était écrit, et à eux deux ils vont vouloir essayer de retrouver cette personne et de lui venir en aide. Voilà, ça a l'air super bien. Moi je connais pas du tout Sébastien Fitzek parce que vous savez que je ne suis pas encore très copine avec les thrillers, bien que j'ai envie de m'y mettre cette année, et je trouve que le résumé de celui-ci, je sais pas, il m'a titillé, je le trouvais très propice pour redécouvrir un petit peu tout ce qui est la littérature thriller. Alors pourquoi pas craquer sur celui-ci. Bon, j'en ai déjà dans la bibliothèque donc il faudrait que je me calme, mais c'est vrai qu'il m'a énormément intriguée. Le 4 mars prochain, je sais encore et toujours, on va retrouver un écrit signé par Liane Hearn. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose parce que cette personne a créé une saga qui est très connue, et là on a du coup, on va dire un spin-off, une suite de celle-ci. On va parler du coup des enfants du clan Otari et ce sera à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce premier tome des enfants des Otori, on va donc suivre un jeune protagoniste qui a été élevé comme guerrier. Il est vraiment prédestiné à devenir ce qu'il est censé être quoi, sauf que malheureusement il est fils de traître et du coup on ne le voit autrement que comme prêtre. Sauf que une fois arrivé au temple, il va se passer des drôles de choses. Les objets vont s'animer autour de lui, les morts vont lui parler
Et bien oui, malheureusement, il vient bien de cette descendance qui a fait il y a fort longtemps parler d'elle. Et finalement les forces qui s'affrontent pour essayer de régir les 8 îles vont s'intéresser à ce jeune garçon et à ses pouvoirs plus qu'intrigants. Voilà, moi j'ai pas du tout lu la saga initiale, donc je ne sais pas s'il va y avoir des échos, si c'est voilà une suite des années plus tard avec un personnage qu'on voit peut-être naître à la fin de la saga, je sais pas. Voilà, très clairement pour moi là-dessus je suis une page blanche, vierge comme pas possible, mais c'est vrai que c'était très intriguant, j'aime beaucoup ce côté un petit peu asiatique, ce côté combat, samouraï, etc. etc. Donc je pense que plusieurs d'entre vous ont sûrement dû lire la saga, donc au moins vous savez désormais qu'il y a quelque chose encore autour de celle-ci. Ce coup-ci on fait un bond dans le temps puisqu'on atterrit au 9 mars et là il y a un nouveau Laetitia Danae. Il s'appelle du coup Fleur d'Oko et il sera à retrouver aux éditions Snag. Attention, préparez-vous à un résumé super complexe, hein. J'ai tout ingurgité mais ça va le faire. Dans cette histoire on va suivre la jeune Oko. On vit dans un univers où les femmes sont au pouvoir, vraiment c'est elles qui sont maîtresses de tout, qui dirigent tout, et les hommes font un petit peu plus les tâches dites de force, les tâches physiques. Et la jeune Oko, un jour son papa a été pris durant une cueillette, donc en fait il y a une grosse sélection d'hommes pour partir à la guerre pour la reine, et malheureusement eh bien il n'en est jamais revenu. Sa maman étant la dirigeante du village, après la mort de son mari, elle s'est complètement détachée de sa fille, elle s'est concentrée sur vraiment sa vie de dirigeante pour essayer de noyer son chagrin, et Oko du coup a grandi de cette manière un petit peu toute seule, privée de tout, jusqu'au jour où finalement sa mère a tellement bossé comme dirigeante qu'elle est recueillie par une autre ville, un autre endroit plus proche de la capitale, et là ce coup-ci vraiment elle laisse sa fille derrière elle quoi. Sauf qu'un jour sa fille grandit et elle apprend qu'il y a une personne qui recherche un apprenti, un successeur, et cette personne en fait est un enchanteur qui s'est notamment occupé de la famille d'Oko avant elle, sa mère, sa grand-mère, etc., etc. Et elle se dit pourquoi pas elle. Elle va vraiment essayer d'y aller, essayer d'apprendre, sauf que dans cet univers-ci la magie est très peu présente, et quand elle y est c'est essentiellement chez les hommes, les femmes ne la maîtrisent pas ou très peu, ou c'est très compliqué. Donc la jeune Oko essaye de se dessiner un destin qui n'est pas forcément tracé d'avance pour elle, et on va la voir évoluer dans cet univers. Alors vous voyez c'est quand même un gros résumé impactant avec beaucoup d'informations etc, mais dans un sens c'est aussi simple à comprendre, et franchement enfin Laetitia Danae, j'ai pas lu sa saga Lune Pourpre mais c'est une saga que j'ai terriblement envie de lire. En plus le tome 1 est sorti chez PKJ il y a pas longtemps en poche, donc il y a vraiment plus trop d'excuses là pour ne pas la lire, autant pour vous que pour moi finalement. Mais là dans cette nouvelle saga ça a l'air super bien, elle a construit un univers riche, un univers qui nous donne envie d'y plonger, ça nous titille la curiosité, enfin c'est tout ce que j'aime. Donc même si je découvre pas tout de suite Lune Pourpre, peut-être que j'irai plus facilement vers celui-ci parce que bah je l'ai en tête quoi. J'espère que vous aurez pas un trop gros décalage parce que youtubeuse en carton que je suis, il y avait plus de batterie dans le coco, et en attendant bah je me suis avancée, j'ai monté la vidéo machin, enfin bref je me rassois quasiment 2 heures plus tard. Tout va bien. Donc on va continuer cette vidéo-ci avec une autre parution des éditions MXM Bookmark. Elle s'intitule Murder by Magic, c'est le premier tome et c'est signé par Thomas Andrew. Dans ce titre qu'on retrouve du coup le 11 mars à la maison d'édition MXM Bookmark, parce que je vous ai pas dit la date de sortie même si elle s'affiche, on va suivre 2 protagonistes qui ont fui Boston. Il y a dedans un magicien ex-flic et qui adore le sarcasme, et vous avez un loup-garou qui a plein de tocs et compagnie, enfin n'importe quoi. Et en fait ils se sont sauvés parce qu'apparemment il s'est passé des choses là-bas, ils ont pris une nouvelle vie, le loup-garou est devenu brocanteur et l'ex-flic est désormais libraire, jusqu'au jour où il apprend qu'en fait il est héritier de quelque chose de sa famille, de sa tante qu'il ne connaît absolument pas, il comprend pas ce qui se passe, mais bon il veut voir ce qu'il en est, donc il se rend à cette fameuse ville, et une fois arrivé là-bas dans un dîner, et bien le souci c'est qu'il y a un mec qui se fait foudroyer. En vérité la ville où il y a notamment le testament pour pouvoir savoir de quoi il a hérité, et bien c'est une ville peuplée d'êtres surnaturels, et il y a anguille sous roche, il y a vraiment quelque chose, et du coup son flair de flic est trop content, il veut vraiment s'y remettre dedans, il veut savoir le pourquoi du comment, et son copain loup-garou bah, est désespéré, il veut pas que ça se passe comme à Boston, il a très peur de ce qui va advenir. Vous avez tout ce côté mystère autour du testament et de qu'est-ce qu'il a hérité, et en même temps de qui a foudroyé ce mec dans le dîner et qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette ville. Voilà un petit peu pour le pitch. Moi c'est tout ce que j'aime, je vous avoue, les êtres surnaturels, je suis quasiment sûre que là pour le coup il y a une relation MM, la couverture est super belle, vous avez un magicien, un loup-garou, tout, enfin je sais pas ce qu'il me faut de plus, hein, je ne sais pas. À cette même date, aux éditions Pocket Jeunesse, il y a un titre de Meredith Rousseau qui va du coup paraître, il s'intitule
Birthday. Et dans cet univers-ci, on va suivre deux protagonistes masculins qui sont nés le même jour, à la même heure quasiment, dans le même hôpital, et du coup ils sont amis depuis très longtemps. Et en fait, petit à petit, les secrets de la vie vont faire qu'ils vont se séparer parce qu'en fait ils se recroisent à chaque anniversaire, et malheureusement les secrets font qu'il y a un protagoniste qui n'arrive pas à s'affirmer, il a trop peur de son père tyrannique, et l'autre qui est un homme qui ne se sent absolument pas garçon et qui est très mal dans sa peau. Donc ils vont se séparer à un moment donné, et est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver? Est-ce qu'ils vont réussir à révéler les secrets l'un de l'autre, à accepter aussi le secret de celui-ci? Voilà, ça avait l'air super bien. J'en avais déjà entendu parler, je sais que sur la couverture en anglais c'était je crois que c'était un petit gâteau d'anniversaire et une petite bougie avec je crois que c'était un arc-en-ciel de couleur, quelque chose comme ça. Ça avait l'air vraiment bien, j'en ai entendu vraiment du bon pour le coup. Donc quand j'ai vu qu'il était apparaître chez BKJ dans leur catalogue, et bien je crois que je l'ai demandé, je suis quasiment sûre de l'avoir demandé même, je dirais, et je suis très curieuse de découvrir ça prochainement. On retrouve la maison d'édition NXM Bookmark le 15 mars prochain avec un titre de Laura Collins, il s'intitule Le sang de la discorde. Dans cet univers, on va donc suivre Raphaël qui appartient à une meute. On parle apparemment de métamorphes et de renards, alors là je suis trop contente déjà pour commencer. Et dans celle-ci, lui il respecte ce qu'on lui demande, mais il est plus proche des humains. Il y a notamment une fille qui lui plaît beaucoup, mais pour sa sécurité il évite d'être trop proche d'elle, etc. Et le fait est que sa meute a dû faire des choix un petit peu contre nature pour pouvoir essayer de se protéger, et ça a attiré le courroux d'une autre meute, d'un autre clan. Donc maintenant ils sont la cible de ceci, et Raphaël va tout faire pour que finalement ils ne se fassent pas attaquer, qu'ils arrivent à retrouver le calme, etc. Donc c'est très risqué, surtout qu'il y a toujours la demoiselle qu'il aime précieusement dans les parages, et il va tout faire aussi pour la protéger, pour qu'elle évite de s'approcher de tout ceci. Enfin voilà, un univers vraiment avec des personnages et des créatures surnaturelles, métamorphes, renards. Alors le dernier que je vous avais parlé c'était Shane Davis, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était le mois dernier, c'était une parution de chez Milady, pareil c'était une métamorphe renarde, et là c'est un métamorphe renard. Je suis archi contente, malheureusement j'ai pas encore lu Shane Davis, alors est-ce que c'est lui qui passera avant Shane Davis? Je ne sais pas, mais vous savez de tout mon cœur que ce sont des sujets, des thèmes que j'aime profondément, donc je suis vraiment super contente. Le 17 mars prochain, c'est un livre qui est très attendu, qui va arriver du coup chez Hachette Romans. On a un nouveau Twisted Tale signé par Lisa Braswell, il s'intitule Un joyeux non-anniversaire. Je n'ai pas lu le pitch de ce livre parce que les Twisted Tales, je ne sais pas si vous connaissez, bon j'ose espérer quand même vu tout ce qu'il y a autour, mais ce sont des réécritures des contes Disney d'une autre manière, comme s'il y avait quelque chose dans l'histoire que l'on connaît qui avait changé, et du coup l'histoire va également changer en conséquence tout simplement. Et là on va du coup être axé sur Alice au Pays des Merveilles, et je ne lis jamais les résumés parce que je veux être surprise. Je regarde souvent l'intitulé qu'il y a sur la couve pour me faire une idée, mais pas plus. Et en l'occurrence sur cette couverture il y a écrit « Et si Alice était très en retard pour sauver le Pays des Merveilles ?» Effectivement on est un peu dans le thème, vous connaissez le lapin blanc avec son focus sur le retard, donc c'est plutôt sympa que ce soit mis sur Alice ce coup-ci. Mais c'est pas celui-là qui me hype le plus, il y a bientôt un autre Twisted Tale qui va arriver sur Hercule, alors celui-là je l'attends comme le Messie. Alice c'est un univers sur lequel je suis un petit peu moins proche, mais n'empêche que je trouve toujours cette ligne éditoriale super intéressante. Le 17 mars prochain, cette fois-ci, on va voir plutôt la maison d'édition Bras Jaune, puisqu'il y a une nouvelle saga qui va sortir, elle s'intitule The Wicked Years, et le premier tome, c'est autour de l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Gregory McGuire, l'auteur du coup de ce premier tome, nous offre vraiment une révélation un petit peu sur la méchante sorcière de l'Ouest, d'où elle tient vraiment sa magie, est-ce qu'elle est vraiment méchante, est-ce que finalement c'est pas elle l'héroïne du Pays d'Oz, etc. etc. Très clairement j'ai envie de m'asseoir sur mon siège, de boucler ma ceinture et de suivre ce que me propose l'auteur, parce que là je l'attends ce récit, il a l'air super bien, j'en ai vu pas mal tourner en VO en anglais quand c'est sorti, enfin ça m'avait très intriguée. J'aime les sorcières, j'aime encore plus la méchante sorcière de l'Ouest, le Pays d'Oz, tout ça ce sont des sujets que j'aime énormément, même si je l'admets, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur celui-ci. Je l'ai découvert notamment au travers de la série Once Upon a Time. J'avais
connaissance de Dorothy et compagnie, mais je connaissais pas réellement l'histoire, et c'est grâce à cette saga que j'ai pu un petit peu finalement mettre mon grain de sel dedans. Et là, de savoir qu'il y a un bouquin là-dessus et tout, la couverture j'aime beaucoup, connaissant Brajlon, c'est possible qu'en plus elle soit texturée. Oh, mais moi je suis trop contente, je suis vraiment super contente. Ensuite, on va voir la maison édition Gallimard Jeunesse le 25 mars prochain. C'est un écrit signé par Sarah Pennypacker. Il s'intitule Le Château des Papayes. Dans cette histoire, on va suivre le petit garçon qui s'appelle Ware, W-A-R-E. Et en fait, il fuit toute interaction sociale. Il aime beaucoup vivre finalement dans tout le côté imaginaire que lui offre son cerveau. Et du coup, durant des petites vacances d'été, il va se promener, il va trouver une église abandonnée. Trop cool, il va en faire son château, il va devenir un chevalier, tout ça. Sauf que malheureusement non, en fait le lieu est déjà occupé par Jolene et notamment ses plants de papaye. Et apparemment dans cette histoire, on va être vraiment entre le rêve, la pureté de celui-ci et la dure réalité. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'étais très interrogée par rapport à ce titre et au pitch qui en a été fait. Je vous le dis tout de suite, je vais le recevoir de la part de la maison d'édition Gallimard Jeunesse parce que je vous le dis, c'était quelque chose où je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais et sur ce que j'imagine. J'ai l'impression que je vais être toute nauséeuse en lisant ce titre, je sais pas comment vous dire ça, comme un rêve éveillé sans vraiment l'être. J'ai l'impression que je vais ressentir quelque chose un petit peu comme La Mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Oui, je vous ai dit que c'était une lecture très mitigée et je n'ai pas mis non plus une note faramineuse à celle-ci, mais ça vous procurait ce sentiment de je suis là sans être là, le rêve de la réalité, et ça j'avais beaucoup aimé et j'ai l'impression que je vais le retrouver dans ce titre, donc je suis vraiment très intriguée et j'ai hâte de voir ce que nous réserve Gallimard Jeunesse. Ça y est, enfin, on a un titre de chez De Saxus, du coup ce sera le 25 mars prochain. C'est signé par Elie Cosimano et c'est enfin du coup Les Saisons de la Tempête. Elie Cosimano et pas Elie comme je viens de vous dire, nous propose un univers très riche et qui m'intrigue énormément. On est dans un univers justement où les saisons sont représentées par des personnages physiques. On va donc suivre Jack qui est la réincarnation de l'hiver, et pour que tout se déroule au mieux et que la saison fasse place à une autre, il faut que la nouvelle tue l'ancienne. Typiquement, si l'hiver veut s'installer, elle doit tuer l'automne. Si l'automne veut s'installer, elle doit tuer l'été, etc. etc. Et en fait, Jack va tomber amoureux de Fleur. Fleur qui est du coup l'incarnation du printemps, et tous les deux vont vouloir essayer de sortir de ce cycle meurtrier pour essayer de vivre leur amour, sauf que évidemment leur créateur ne va peut-être pas les laisser faire hein. Moi je sais que De Saxus, de toute façon je suis comment dire, pas impartial du tout, hein. Je l'ai déjà précommandé le 26 janvier. Je crois que j'ai précommandé le plus tôt possible parce qu'à la base, vous le savez, il avait été annoncé pour février avec la Cité de Laiton. Finalement, la Cité de Laiton est en avril, donc on va voir ce que ça donne. Entre ça, il y a Guenièvre. En mai, je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir un nouveau Sarah Jimas, Crescent City. Punaise, c'est trop cool. Ils nous annoncent que du lourd et là j'ai hâte de lire. J'espère que je vais pas le faire traîner parce que j'en ai fait traîner quelques-uns de chez eux et maintenant j'ai du mal à les sortir, un petit peu comme la 9ème maison de Leigh Bardugo. Comme j'ai eu des avis assez mitigés, mais j'ose pas le sortir. Mais j'aimerais bien, comme Nevernight et The Bone Season. Enfin bref, j'ai du retard chez De Saxus, mais je suis toujours aussi en joie face à leur nouvelle parution. Je sais pas vous, mais je trouve que là MXM ils ont mis le paquet hein, parce qu'il y a encore une autre parution du coup le 29 mars prochain. Alors ce coup-ci ils l'ont broché, la dernière fois il était en e-book, donc là c'est officiel. C'est le premier tome de la saga Automne, c'est Les Échos du Temps et c'est signé par Juliette Pierce. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages. Tout d'abord, vous avez Shade. Shade est un chasseur de sorcières, ça se transmet dans sa famille de génération en génération. Et même s'il y a de bonnes et de mauvaises sorcières, chez les chasseurs, il n'y a aucune distinction possible. Pas de quartier, on tue tout le monde. Sauf que un jour, il va se faire coincer, pour rester poli, par sa proie, une sorcière nommée Rune. R-U-N-E, Rune, je ne sais pas comment on dit, et le fait est qu'ils vont être liés l'un à l'autre par un sort, sauf qu'ils vont devoir essayer de s'en sortir. Le protagoniste qui est donc chasseur n'aura pas d'autre choix finalement que de l'aider elle dans sa quête puisqu'il est lié, mais au-delà de ça finalement il y en a qui en veulent après leur mort, après leur vie exactement, plutôt pour les tuer du coup. Et est-ce que
bah, finalement les pouvoirs de la sorcière seront suffisants pour les protéger. Ça a l'air trop bien, vraiment j'aime beaucoup. Ladyza elle a déjà lu puisqu'elle a reçu l'e-book notamment de la maison d'édition. Donc Ladyza c'est une petite Kimichou sur Instagram qui est gentille comme tout et j'aime beaucoup la suivre notamment. Elle est, enfin j'aime tout, voilà, j'aime tout chez elle, elle est gentille, elle fait des belles photos. Je suis absolument pas impartiale, voilà. Et elle m'a dit que c'était quand même une bonne lecture, qu'elle a passé un bon moment dans celle-ci. Donc ça en plus du résumé qui me hype énormément, je crois que c'est bon, j'ai la cerise sur le gâteau là. Le 31 mars prochain, on va retrouver un livre écrit par 4 mains, c'est Alrich et Jennifer Twice qui s'y collent, on le retrouvera chez Hachette. Il s'intitule La passeuse de mots. Et dans cette histoire, on va suivre la jeune Aria qui vit dans un univers où les mots ont un pouvoir. Ils sont source de vérité, de chaos, de destruction, enfin bref. La magie, c'est les mots en général. Elle est passionnée de livres, elle dévore les mots et là où elle vit, ils ont établi un traité de paix justement vis-à-vis de ces mots pour éviter au possible de les utiliser, et puisque une fois qu'ils sont prononcés, le souci c'est qu'il n'y a aucun retour possible. Sauf que malheureusement, les rebelles ne sont pas forcément d'accord avec ça, ils veulent vraiment que les mots puissent reprendre du coup leur pouvoir, et en réalité les mots n'attendent qu'une chose, ils attendent l'appel de la passeuse de mots pour s'éveiller, et en réalité notre protagoniste principale serait cette fameuse passeuse et tout dépendrait d'elle, la suite de son peuple et notamment du royaume dans lequel elle vit. Voilà, c'est trop bien, c'est trop bien, j'adore, j'ai hâte de voir ça. Bon, c'est vrai que Hachette, c'est souvent ça passe ou ça casse, mais bon, le dernier mois que j'ai lu de chez eux c'est L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, je crois que c'est ça son nom, j'espère ne pas me tromper. Et j'avais adoré quoi. Donc je me dis que celui-ci, il y a moyen que ce soit un petit peu dans la même lignée. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que c'est une sortie que je ne louperai pas. Je suis très intriguée. Et puis comme je vous ai dit, de toute façon, j'ai l'impression que j'ai déjà signé pour ce livre, moi. Ça y est, désormais les nouveautés, c'est terminé. On va passer aux suites de saga. Et on commence avec le 3 mars prochain. On va pouvoir retrouver notamment 2 écrits de MC Beaton. Donc c'est une personne très connue, puisque c'est la personne qui a écrit tous les Agatha Raisin. Et là, on va pouvoir retrouver le tome 26 et le tome 27 aux éditions Albin Michel. Donc ce sont des enquêtes, un petit peu des cozy murder, si vous voyez un petit peu le genre. C'est comme des thrillers mais avec pas cet engouement, tout ce qui est sang, tout ce qui est vraiment côté meurtre, c'est plus doux, c'est plus tranquille si vous préférez. C'est vraiment, on va dire, ma définition personnelle, c'est pas la définition propre du genre, mais voilà, c'est ce côté, voilà, meurtre, cosy. C'est bizarre à dire, hein, ça, on a l'impression que ça a vraiment pas de sens, les deux mis ensemble. J'ai pas du tout lu de Agatha Raisin, mais je sais que c'est une série qui est assez suivie. Donc là, il y a déjà les tomes 26 et 27 pour ceux qui veulent suivre les nouvelles enquêtes. Je vous propose d'enchaîner avec le 4 mars prochain, c'est une suite que j'ai entre mes mains, c'est en réalité le tome 2 de Piper McNimbus de Victoria Forster à retrouver aux éditions Lumen. Peut-être que si vous êtes habitué de ma chaîne ou vous avez vu mes anciennes vidéos et notamment mes déceptions littéraires de 2020, vous avez vu que le tome 1 était dans cette vidéo-ci et à juste titre. Les défauts que moi j'avais trouvés dans le tome 1 qui m'avaient gêné déjà, c'était le côté extrêmement jeunesse parce que je ne m'y attendais pas vraiment. Du coup ça m'a prise au dépourvu et ça m'a gênée. Maintenant que je sais que c'est du jeunesse, j'ai plus ce frein, j'ai plus cette appréhension. J'aime la jeunesse et je m'y attends, donc ça va. Et ce qui m'avait dérangé, c'était le côté où la méchante, elle apparaît très vite, on se pose pas beaucoup de questions, et il y a tout un univers autour de l'école où vont les enfants, où on les apprend à utiliser notamment leur magie, leur pouvoir. Tout ça, c'était un peu bâclé alors que c'était super intéressant. Et je me suis dit qu'il y a moyen que ce soit développé dans ce tome 2, puisque je ne savais absolument pas que finalement c'était une saga, alors que c'était dit, hein, c'est juste moi qui n'ai pas vu l'information, et ça va du coup, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est une trilogie en réalité, donc il y aura bientôt le tome 3 et j'ai hâte de retrouver notre chère Piper McNimbus qui est une petite fille qui a la particularité de voler. Petite coupure, hein, je parle depuis trop longtemps et les chiens aboient, enfin bref, vous connaissez mes habitudes malheureusement de tournage et je vous disais du coup dans cette histoire on va suivre la petite Piper McNimbus qui a la particularité de voler, sauf que malheureusement ses parents l'ont toujours vraiment bridée là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas normal, donc elle ne va pas à l'école, elle n'a pas
d'amis, sauf que bon, un jour il est arrivé ce qui devait arriver, quelqu'un s'en aperçoit, tout le monde est au courant, et du coup elle va aller dans une école spécialisée, une école qui vient à elle, qui lui explique, et elle se rend compte que là-bas, beaucoup d'enfants ont aussi des pouvoirs, et il y a anguille sous roche dans cette école. Voilà pour le tome 1, c'est très simple, mais j'ai hâte de voir finalement si je vais réussir à vraiment apprécier correctement cet univers, parce qu'il y a tout pour me plaire avec ce tome 2. Alors même si j'en suis pas encore là, je suis archi contente de me dire qu'il y a la suite, qu'on va vous retrouver le 5 mars prochain, le tome 4 partie 2 de Keleana de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc oui, si j'ai l'air d'une petite truffe très excitée et super contente, c'est parce que j'ai fini avec les Kimichou la lecture commune de Keleana. Il y a même eu un petit live hier entre nous, c'était super bien, on a pu échanger là-dessus et sur beaucoup d'autres choses. Mais n'empêche que c'était une lecture spoil alerte du prochain update lecture coup de cœur pour moi, donc je suis archi contente, même si je n'ai pas lu le tome 2, tome 3 et 4 parties 1, je sais qu'il y a le 4 parties 2, donc ça me fait hyper plaisir. Et dans cet univers, on va donc suivre Keleana, qui est une assassineuse qui s'est fait balancer par quelqu'un et qui du coup est dans ce qu'on appelle endovier. C'est une espèce de prison où vous oblige finalement à aller à la mine et on peut vous fouetter, etc. Enfin tout ce qu'on adore, hein. Il faut savoir que Keleana est très jeune, elle a 18 ans et un jour il y a le prince qui vient la voir et qui lui propose un job, celui de devenir son champion, puisqu'il va y avoir, on va dire, un combat de champions pour qu'il y en ait finalement un qui gagne et qui devienne le champion officiel du roi. Ce qu'ont à gagner notamment les participants, qui viennent tous un petit peu d'endroits comme Keleana, c'est qu'après, une fois avoir gagné le tournoi et avoir fait ce qu'ils devaient faire auprès du roi, ils vont devenir libres. Donc Keleana accepte, elle va arriver à la cour, à ce tournoi de champions, et il va se passer des trucs. Alors là ça va dans tous les sens, je vous dirai rien, mais c'est incroyable, des revirements qu'on ne s'attendait absolument pas, des éléments qui arrivent, on se dit mais j'ai pas vu ça venir quoi. Enfin bref, c'est génial, vous avez eu le pitch de départ, c'est une saga que je conseille à 2000%, c'est du Sarah J. Maas, là les dés sont jetés quoi. Le 17 mars prochain, vous avez du coup la suite d'une saga écrite par Lauren Donner, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est le 13e tome de la saga Hybride à retrouver aux éditions Milady. Je n'ai pas vraiment suivi cette saga, mais je sais qu'il y a des fervents lecteurs, dont notamment une de mes proches amies, et il n'empêche que cette saga finalement a son lectorat, et on va parler de beaucoup de créatures fantastiques en général, et chaque tome est axé autour d'un couple, d'un personnage, et bien là on en est au 13e, donc j'espère pour ceux qui l'attendent avec impatience que votre engouement est toujours là, puisque vous allez bientôt pouvoir être rassasiés. Toujours à cette même date, ce coup-ci j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, on a le droit au 3e tome des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Cette saga écrite par une autrice française, vous-même vous le savez, et bien moi j'ai très hâte de la découvrir. Bon malheureusement elle rentrait pas dans la catégorie dans laquelle je l'ai mise pour ma pile à lire du challenge Romantasy, mais je veux la lire puisque finalement J'ai lu va m'envoyer le tome 3, donc je voudrais me mettre d'équerre au possible pour pouvoir vraiment être bien dans cet univers-ci. Bon, priorité à Grisha, j'avoue, je veux tout lire Grisha, le Six of Crows également pour pouvoir voir notamment la saga Netflix qui arrive incessamment sous peu, mais j'ai entendu grand bien des Brumes de Cendrelune et en plus vous avez tout un côté mythologique avec les dieux, ça j'aime de tout mon cœur et j'ai hâte vraiment de m'y plonger et j'espère rejoindre les moultes avis positifs que j'ai pu lire. Voilà, encore une fois c'est carton plein, hein. Encore chez J'ai lu et encore le 17 mars prochain, on retrouve le tome 3 de la saga Origine de Jennifer L. Armentrout. Bon, je sais que cette autrice est appréciée plus pour Lex, pour Covenant, etc. Mais malheureusement je n'ai encore rien lu. Vous avez vu quand même que j'ai glissé du coup le premier tome de Covenant dans ma pile à lire du challenge Romantasy, on y revient, et c'est une autrice que j'aimerais découvrir cette année-ci et ça va se faire bientôt, j'ose espérer, mais certains guettent cette sortie, donc vous savez que très prochainement vous pouvez vous rendre chez votre libraire et craquer déjà pour le 3e tome. Voilà, c'est Bibi qui est contente, hein. J'espère qu'il y a d'autres Bibi dans la team des Kimichou, puisque toujours 17 mars, toujours chez J'ai lu, on a la suite de la chronique des Bridgerton avec l'intégrale des tomes 3 et 4. Ces tomes-ci correspondent notamment aux personnages de Anthony et de Bénédicte, qui sont du coup deux frères de notre chère Daphné, qui est la personne qu'on suit dans le premier tome, et je me rends compte que je suis en train de vous dire des âneries.
Puisque Anthony c'est le tome 2, Bénédicte c'est le tome 3 et le tome 4 en toute logique c'est Colline. Puisque je sais pas si vous le savez, mais tous les enfants Bridgerton ont finalement la première lettre de leur prénom qui correspond à leur arrivée au sein de la famille. Enfin le premier né il a le A, le deuxième né il a le B, le troisième né il a le C, etc. etc. Je sais pas pourquoi du coup on nous a mis Daphné en premier, hein, nous sommes d'accord c'est un D, mais n'empêche que là du coup il va y avoir deux autres frères à elle. Bénédicte je l'aime bien, je trouve qu'il a ce, je sais pas, il a un petit truc qui me plaît bien, et Colline il est très drôle tout en étant je pense très intelligent derrière ses façons de réagir, qui essaye de montrer que finalement non je m'en prenais pas au sérieux, tranquille ou bilou, et derrière je pense qu'il peut vous la mettre à l'envers facilement. Voilà. J'ai lu aussi le premier tome actuellement de la chronique des Bridgerton, ça arrivera dans le prochain update lecture, mais si j'ai demandé la suite c'est peut-être pas pour rien. Attention impartialité, bonjour. Je ne peux pas ne pas vous inciter à craquer le 18 mars prochain chez Gallimard Jeunesse pour la fin de la saga Iscari, c'est le tome 3 et c'est signé par Kristen Ciccarelli. Oui, je dis que je ne suis pas impartiale parce que le tome 1 et le tome 2 ont été des coups de cœur. J'ai eu une bébé préférence pour le tome 1, mais le tome 2 a été excellent aussi. J'aime de tout mon cœur cette duologie jusqu'à présent. Et là je me dis que le tome 3 arrive, bon, je vais devoir boucler la boucle. Ça fait caguer, on n'aime pas trop sortir des univers dans lesquels on se sent bien, mais je suis tellement en joie quand j'ai vu ça dans les programmes des parutions, là j'ai fait waouh. Ça c'est pour moi, du coup j'ai envoyé un message chez Gallimard, on a affaire à Solène. J'ai dit bonjour Solène, je peux avoir le tome 3 s'il vous plaît avec le château des papayes. Oui Kimberley, bon super, je suis contente, donc je vais pouvoir vous en parler incessamment sous peu. Je l'attends comme le Messie, c'est comme Magic Charlie tome 2 que j'attendais vraiment impatiemment. Il est là derrière vous, j'espère pouvoir le lire prochainement. Je veux tout lire tout de suite maintenant, mais bon bah malheureusement la réalité des choses fait qu'on ne peut pas toujours. Le 18 mars prochain, on a la suite de La Fourmi qui rêvait de devenir libellule, donc le tome 2, écrit par Elodie Federbe, à retrouver aux éditions Cyblog. J'ai actuellement encore le tome 1 dans ma pile à lire, je sais c'est pas bien du tout. L'autrice avait eu la gentillesse de me l'envoyer après avoir vu que j'en avais parlé dans une vidéo sortie livresque, et c'est vrai que j'ai accepté grandement parce que j'étais très intriguée de cette histoire d'amour entre une femme et un homme, et notamment un homme asiatique, chose qu'on ne voit pas non plus partout, et le tout dans l'univers du jeu vidéo, puisque lui je crois est directeur d'une entreprise de jeux vidéo, quelque chose comme ça. Là je fais vraiment avec mes souvenirs et je trouvais ça très original, c'est pour ça que j'avais accepté avec grand plaisir. Bon malheureusement il est là, il est pas loin, j'espère pouvoir le dévorer bientôt, mais je suis heureuse de pouvoir vous dire qu'il y a déjà le tome 2 qui arrive. Et je vous propose de terminer du coup les suites avec une sortie du 25 mars, c'est le dernier tome de la saga Wish, à savoir le tome numéro 4 de Audrey Carlan, à retrouver aux éditions Hugo. J'ai les 3 premiers tomes dans ma palle, je pense que le 4e va arriver aussi, parce qu'en fait quand vous êtes partenaire Hugo, quand vous demandez un premier tome, il vous envoie d'office en fait la suite. Bon malheureusement je trouve qu'ils sont sortis tous très vite, donc j'ai pas pu encore me plonger dans l'histoire, et puis je me dis bon j'en ai 1, 2, 3, 4 à lire, waouh ça fait beaucoup d'un coup, mais bon faudra bien que je lise un jour ou l'autre. Vous connaissez sûrement Audrey Carlan qui est du coup l'autrice des Calendar Girls. Je sais que le 3e tome de Wish est plus apprécié que les autres, parce qu'en fait vous avez vraiment une histoire axée sur chaque sœur je crois, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça se trouve le 4 ce sera le meilleur de tous, donc je me dis faudra que j'enchaîne les premiers pour pouvoir en arriver jusque là, mais je suis quand même curieuse. Si j'ai demandé c'est qu'à un moment donné ça a suscité mon intérêt. Là j'ai envie de vous parler d'un titre un peu ovni, parce que je sais pas s'il faut que je le mette dans suite, dans nouveauté. Il y a vraiment un peu les deux échos, donc je suis perdue, donc je le mets à part, c'est pas bien grave. Il y a un nouveau Brittany Ciceri qui sort chez Hugo, c'est Disgrace. Il sort notamment le 4 mars prochain, si je vous dis pas de bêtises, c'est totalement ça. Et apparemment ce serait le tome 2 d'une saga, sauf que partout où je vais sur internet, il n'est suscité nullement que c'est un tome 2. Donc je ne sais absolument pas quoi en penser. C'est tout le temps mis comme si c'était un tome unique en fait. Et à part un site où il y a écrit que c'était le tome 2 d'une saga qui serait autour de la musique, un truc musique, instrumentale, je ne sais plus trop quoi exactement, mais je sais pas. Donc du coup
Est-ce que vous propose de passer aux poches? Et là il y en a qu'un seul pour le coup. Il est écrit par Sean Bythell, il s'intitule La librairie de Wicktown et c'est à retrouver aux éditions J'ai lu. C'est un petit peu particulier ce résumé. Bon, le roman sort le 17 mars donc on a le temps de se faire une idée si oui ou non on veut l'acheter. Moi je sais que je vais le recevoir, mais c'est vrai que le résumé est un petit peu spécial parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il est peut-être aussi un petit peu autobiographique, puisqu'en fait l'auteur est aussi le nom du personnage principal si je comprends bien, ou alors on nous dévoile pas tout sur Amazon. C'est vraiment très ambigu, je vous avoue, mais en fait en réalité l'auteur a vraiment acheté une librairie à Wicktown, il n'y connaissait absolument rien et c'est devenu une chaîne énorme, il a créé un festival, enfin c'est devenu vraiment quelqu'un ce monsieur. Et le fait est que, est-ce que c'est son histoire qui est retracée dans cet écrit, ce premier écrit, ou est-ce qu'il y a des personnages fictifs qui vont y apparaître? Je ne sais pas, j'ose espérer qu'il y a un côté un petit peu autobiographique avec des choses, j'espère, un petit peu drôles, vous voyez, ce genre de rencontre un peu cocasse avec des clients qui nous restent en tête, pourquoi pas? Là j'ai l'impression qu'on peut s'imaginer un petit peu tout et rien et j'ai hâte de le lire parce que je veux vraiment savoir ce qu'il en retourne au final. Ce que je vais faire, plutôt que de zapper totalement tout ce qui est parution avec des images, tout ce qui est graphique en général, et bien je vais juste vous les dire d'affilée et je vous mettrai les liens en barre d'informations, je ne ferai rien de plus parce que sinon je peux en citer énormément et on s'en sortira pas, donc autant que je le fasse un petit peu de vive voix tranquillement comme ça et je vous mettrai les liens en barre d'informations, ce sera beaucoup plus simple. Tout d'abord, le 4 mars prochain c'est une nouvelle BD, elle s'appelle L'île oubliée et c'est signé notamment par Xavier Bettencourt, je crois que c'est Xavier, à retrouver aux éditions Jungle. J'aime le titre, j'aime la couverture, j'aime beaucoup le style graphique de celui-ci. Si vous aimez un petit peu, allez, on va dire tout ce qui peut être sorceline, les sœurs Grimillet, un peu tout ce genre de dessin, je pense que celui-ci peut vous convenir. Encore une fois, en général, moi les graphiques, je regarde absolument pas les résumés parce que je me dis que ça va tellement vite que je préfère y aller tranquillou bilou, YOLO, je veux rien savoir. Mais voilà, je sais que ça m'a intriguée et que les graphismes peuvent aussi vous plaire. Bon là par contre, on a des suites de qualité. On a le tome 2 du renard et du petit tanuki le 4 mars prochain, un manga dont je vous ai parlé, que j'ai vraiment adoré et conseillé. J'ai eu beaucoup de retours sur celui-ci et vous êtes énormément aussi à avoir passé un excellent moment de douceur avec ce petit tanuki et ce renard un petit peu perfide mais aussi très attachant, donc ça je suis super contente. Il y a aussi le tome 2 des carnets de l'apothicaire, toujours le 4 mars. Il y a le tome 1 qui est sorti il y a pas très longtemps, il a fait beaucoup parler de lui également. Personnellement j'aurais dû le recevoir mais j'ai jamais reçu, donc je pense que je finirai par me le prendre, ce sera beaucoup plus simple, mais c'est vrai que ce côté très apothicaire m'interrogeait et surtout me donnait envie de le découvrir avec cette jeune femme qui va évoluer à la cour, qui connaît tout sur tout et qui n'est pas censée le savoir et qui va prendre place bien plus haut que ce qu'elle aurait souhaité. Je trouve que c'était très intriguant. Celui-là par contre, je ne connais pas la maison d'édition, j'ai jamais entendu parler de Anna Collection, je pense qu'il y a un petit peu aussi une romance MM dedans, mais il s'appelle Dear Jean, le tome 1 de Monsieur Azuma, et je sais pas, la couverture, elle m'a fait penser à un truc très apothicaire pour le coup, antiquité, tout ce qui peut être un petit peu, vous savez, je sais, j'ai le terme qui m'échappe, ça m'énerve, mais un petit peu avec les choses insolites qu'on met sous verre, etc., un peu les trucs particuliers en général. Je sais pas, il m'a fait penser à ça, il a l'air super bien, donc je vous le glisse par ici. Il y a également le tome 2 de Une touche de bleu, le tome 1 est sorti il y a pas longtemps, je l'ai pas encore pris, je l'ai vu mais j'ai résisté, mais je pense que je finirai par le prendre, surtout que les échos du tome 1 ont l'air vraiment super bien. Vous avez aussi Les Enfants du Temps, le tome 3 aux éditions Pika, je pense que vous connaissez sûrement l'animé très connu des Enfants du Temps, avec notamment, pas l'auteur puisque là nous sommes sur un animé, mais le réalisateur, enfin il a fait plein d'autres trucs, il a fait Your Name, tout, il est génial, Makoto Shinkai, et Les Enfants du Temps il est incroyable aussi. J'ai pas lu les mangas, j'ai le 2 premiers tomes aussi, mais j'espère que du coup on va retrouver ce que Makoto a essayé de nous donner au travers du souffle de cet animé. Je suis très curieuse, je vous avoue. J'ai également noté le tome 7 de La Petite Faiseuse de Livres qui va arriver le 19 mars prochain, donc ça je peux plus vous le vendre parce que je vous l'ai revendu, il est trop bien cette petite saga trop mignonne d'une petite fille qui se réincarne dans un
Enfin c'est une adulte qui meurt écroulée sous une pile de bouquins, qui se réincarne dans cette petite fille trop mignonne qui est un petit peu voilà handicapée dans le sens où elle ne peut pas faire beaucoup de choses, elle a une santé fragile, etc. etc. Et elle vit dans un monde où les livres n'existent pas, la lecture n'existe pas. Elle va tout faire pour le créer et je trouve ça vraiment adorable. Pour le coup j'adore plus. Ensuite, je peux vous parler du tome 5 de À tes côtés le 25 mars, on peut le retrouver. C'est une saga qui en jette, j'adore, je trouve ça très mignon. J'ai très envie de découvrir ce shoujo mais j'en ai déjà beaucoup donc j'attends un petit peu. Surtout si c'est une saga rallonge, je me dis bon bah c'est pas grave, hein, je lirai quand je le pourrai, mais beaucoup ont aimé. Et puis moi la première, j'ai envie de savoir ce qu'il en retourne. Bien sûr, on a du coup le tome 19 de The Promised Neverland, toujours chez Kazé. Bon, j'ai beaucoup de retard malheureusement dans cette saga personnellement, mais il n'empêche que c'est celle qui a fait que j'ai commencé à lire des mangas, donc je lui dois énormément. Et une dont je n'ai pas noté la date, mais il y a aussi le tome 4 de la saga Cold Game, toujours publié chez Kazé, et c'était trop bien cette histoire d'une demoiselle princesse qui échange sa place avec sa servante quand ils doivent aller se rendre dans un autre royaume pour sa sécurité, et du coup sa servante qui fait office de princesse essaye d'être comme il faut et elle découvre plein de trucs sous-jacents, il se passe des trucs vraiment, dans le premier tome déjà vous avez un meurtre, enfin ça part dans tous les sens, mais en même temps je trouve ça très intéressant, un côté très médiéval. Enfin bref, tous ces titres-ci ce sont des sagas que j'ai déjà lus, que je lis ou que je souhaite découvrir, et je me suis dit que vous serez peut-être intéressés par ces sorties. Et bien sur ce les Kimichou, ça y est, on a terminé cette vidéo de sortie livresque qui je pense va être très longue parce qu'il y a eu beaucoup de sélections de ma part, alors tout ne m'intéresse pas forcément, mais vous le savez que j'essaye de prôner au maximum les goûts de ma communauté, vos goûts en général. Bon, je pourrais pas contenter tout le monde, donc si vous voulez regarder d'autres vidéos, surtout faites-le pour pouvoir essayer d'avoir plus d'informations, plus de titres qui pourront peut-être vous parler. Si vous êtes plus spécialisé thriller, allez voir des personnes qui en parlent, romance, etc. Enfin, vous voyez le topo, mais j'espère que vous aurez passé un bon moment et que du coup vous étiez munis de votre petit calepin pour checker un petit peu vos sorties du mois, et j'ai hâte de vous retrouver déjà dans une nouvelle vidéo les Kimichou. En attendant, prenez soin de vous, si vous le souhaitez, abonnez-vous, on est presque aux 10 000 Kimichou. Presque aux 10 000 Kimichou. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi non, pas encore. Je crois que je le vois pas venir, et quand j'enregistrerai, je crois que bah déjà je pleurerai, mais je crois que je le comprendrai pas. Allez, je vous embête plus, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!